Sébastien Lecornu, 4e Premier ministre en 2 ans dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, avance sur un terrain glissant. On en parle avec vous, Wally Bordas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter politique, correspondant parlementaire au Figaro. Vous publiez cette semaine Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable chez Robert Laffont. Livre dans lequel vous revenez sur une année politique majeure, troublée, juillet 2024, juillet 2025. Vous la résumeriez par quel mot cette année qui vient de s'écouler ? Catastrophique. Ouais. Vous rendez-vous compte, depuis la dissolution d'Emmanuel Macron en juin 2024, 2 premiers ministres sont tombés. Du jamais vu sous la Ve République. Quasiment aucune loi n'a été votée. On a une Assemblée nationale qui avance un peu comme un canard sans tête. On a des députés qui ne savent plus quoi faire, qui sont complètement désemparés. On a 3 blocs bien distincts qui n'arrivent pas à s'entendre. Et on a une situation politique dont on ne sait pas encore comment on va en sortir. Alors, revenons justement sur cette année écoulée, et donc qui a conduit au départ de François Bayrou et à la nomination de Sébastien Lecornu. Est-ce que vous diriez que Sébastien Lecornu, c'est la dernière carte d'Emmanuel Macron ? Ah oui, je dirais que c'est tout à fait la dernière carte d'Emmanuel Macron. Et qu'après Sébastien Lecornu, si Sébastien Lecornu venait à tomber, il ne restera plus qu'une seule solution, plutôt 2 solutions au chef de l'État, une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou une démission. On voit de plus en plus de personnalités politiques, pas des énervés, comme Valérie Pécresse, Jean-François Copé, qui commencent à évoquer le sujet. Donc effectivement, Sébastien Lecornu, très proche du chef de l'État, dernière carte pour se sortir de cette situation un petit peu difficile, voire très difficile. Et on voit que Sébastien Lecornu commence à prendre son temps pour essayer de sortir, en quelque sorte, le chef de l'État de cette situation. Vous êtes un fin connaisseur du Parlement, des députés. Il est loué par ses soutiens pour son sens du compromis, Sébastien Lecornu. Il entretient quelle relation avec les députés ? Il entretient de très bonnes relations avec les députés. Du RN à la France Insoumise, il y a même des députés comme Bastien Lachaud, qui est un député LFI, pas des plus tendres avec l'exécutif, qui apprécie Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Maintenant, à Sébastien Lecornu, Premier ministre, de parvenir aussi à nouer le dialogue avec les oppositions. C'est beaucoup plus compliqué quand on est Premier ministre que quand on a un ministère comme les Armées, de nouer des compromis, et notamment en vue d'un budget pour la France, budget qui est le texte par excellence que les oppositions ne votent jamais. C'est là que la tâche va se compliquer. Vous pensez qu'il peut faire mieux que ses prédécesseurs, là où Michel Barnier ou François Bayrou ont échoué ? Il n'a pas le choix. Ses prédécesseurs ont un petit peu péché par orgueil. Vous racontez la première réunion de Michel Barnier quand il rencontre les députés d'Ensemble pour la République, avec ce moment extrêmement froid. On est vraiment dans votre livre, dans les coulisses de ces rencontres. François Bayrou, taxé d'immobilisme et qui fait l'unanimité contre lui. Les prédécesseurs n'ont pas été épargnés. Ils n'ont pas été épargnés, et je dirais qu'ils n'ont pas eu la bonne méthode. Ils étaient dans une Assemblée nationale qui, par définition, sans majorité absolue, donc où il fallait nouer énormément de compromis. Ils ne l'ont pas fait, très sincèrement. Michel Barnier a tenté une ouverture vers le Rassemblement national qui n'a pas été assez grande à leur goût. François Bayrou a réussi à faire passer un budget un petit peu dans la douleur en février, on s'en souvient, un petit peu en urgence aussi, avec un parti socialiste qui n'avait qu'une envie, c'était de ne pas censurer de nouveau. Il a péché par orgueil à la rentrée en ne souhaitant faire aucun compromis sur son budget. Là, ce que va devoir faire Sébastien Lecornu, c'est vraiment aller chercher sur des points très précis, pour le coup, le Parti socialiste, sans perdre les Républicains et sans brusquer trop le Rassemblement national. Les téléphones ont dû chauffer quand même tout le week-end pour faire partie, peut-être pour entrer dans ce gouvernement. Vous racontez que, notamment pour le gouvernement Bayrou, il y avait beaucoup de candidats, alors qu'on pouvait se dire que le poste était quand même plus que risqué. Il y a du monde qui a envie d'entrer dans le gouvernement, à l'Assemblée ? C'est toujours la même chose. Les députés vous disent non, je ne suis pas intéressé, vous avez vu la situation au gouvernement, le gouvernement va peut-être tenir que 3 mois, mais en fait ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'y entrer. Je pense que le gouvernement Sébastien Lecornu, ça peut donner encore plus envie, parce que c'est peut-être potentiellement l'un des derniers gouvernements de ce quinquennat Macron, si Sébastien Lecornu parvient à faire passer ce budget, parce que s'il ne parvient pas à faire passer ce budget, ça peut se terminer très vite. Donc oui, effectivement, les téléphones sonnent, mais j'ai l'impression que
l'approche de Sébastien Lecornu, pour l'instant, elle n'est pas tant dans le casting que dans la méthode. Ce qui dit le quoi avant le qui. Voilà, exactement. La rencontre avec les partenaires sociaux, la rencontre avec les partenaires du socle commun pour tenter de consolider une base qui n'est pas très solide et elle l'a prouvé par le passé. Et j'ai l'impression qu'ensuite, il fera des ouvertures vers les oppositions. Quand on lit votre livre, et notamment les très nombreux témoignages que vous avez recueillis, on a le sentiment d'un système un peu fatigué, l'intérêt général qui s'efface derrière les batailles personnelles. Il y a encore des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer, mais c'est vrai que depuis 1 an et demi que j'observe cette Assemblée nationale nouvelle version, j'ai vu quand même beaucoup plus de batailles pour des postes de pouvoir, de manœuvres de couloir pour tenter de faire échouer ou aboutir un texte que de débats d'idées. Donc j'ai l'impression que si les compromis tentent d'être noués, s'il y a des discussions, on est quand même toujours un petit peu dans de la petite politique et de la petite poloche qui ne va pas faire avancer beaucoup la France. Oui, dans la popole, il y a les coups bas, il y a les alliances, il y a de la dragouille, des mots doux qui circulent via les huissiers à l'Assemblée. Il y a des bonbons qui circulent dans des enveloppes, les nuits de débat sur la fin de vie. On est un peu entre la cour d'école et la vie de bureau aussi. C'est aussi ça l'Assemblée quand on entre dans les coulisses. Hein. L'Assemblée, c'est aussi beaucoup d'humains. Exactement, c'est ce que j'essaye un petit peu de raconter dans ce livre, parce qu'effectivement, il y a ce que nous, on voit à la télévision, avec les clashs, les négociations, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'humains, et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sans qu'on ne les voit forcément. Dans les coulisses, effectivement, il y a des députés, il y a des histoires d'amour qui se font et se défont. Il y a des haines, je raconte aussi les très très difficiles relations entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez qui n'arrivent pas à se parler, qui ont d'énormes difficultés à communiquer. Et puis effectivement, il y a des bonbons qui circulent, il y a plein de choses, plein d'histoires humaines à raconter. Merci beaucoup Ali Bordas. Palais Bourbier, chronique d'une France ingouvernable, c'est chez Robert Laffont.